Bonjour et bienvenue dans votre magazine CML chez vous de ce lundi 30 juin 2025. Alors bonne fête d'indépendance à tout le Congolais de partout où vous vous trouvez. 65 ans déjà aujourd'hui d'indépendance, la RDC a enregistré des avancées ou reculs. Nous allons réfléchir sur cette question, messieurs, dames, mais aussi, vous le savez, le conflit dans la partie est de la RDC qui a causé des millions de morts, on va dire, et de milliers de déplacés. Aujourd'hui, il y a un accord qui pointe à l'horizon entre la RDC et le Rwanda. Les États-Unis, sous l'égide justement des États-Unis d'Amérique. Alors on se demande, est-ce que Trump, lui, va réussir là où d'autres médiateurs de la région ainsi que de la sous-région ont échoué. Alors, quelle lecture faire justement du contenu du accord qui a été scellé justement le week-end dernier? Messieurs, dames, ces deux thématiques feront l'objet de notre échange sur ces plateaux avec Monsieur Dieu merci Moliki qui signe son second passage. Bonjour Monsieur Moliki, bienvenue. Bonjour Madame Tania, en tout cas merci de cette faveur en tout cas, parce que vous savez, il faut qu'on réfléchisse pour les pays, et puisqu'aujourd'hui c'est le 30 juin, une date qui illustre la création de notre État, la République démocratique du Congo, aujourd'hui il totalise 65 ans, donc il faut quand même dire un petit mot par rapport à ça. Très bien. Tout à l'heure, vous avez entendu le générique de cette émission qui disait que les pays vont mal. Alors, 65 ans après, est-ce que la RDC va mal? Ou il faudrait dire que le pays va bon train? Ça évolue. Il y a deux avancées. C'est quoi votre lecture? Non, sans cligner des yeux, les pays ne va pas mal, mais les pays va très mal. Ok. Oui, très mal en 65 ans. Nous ne sommes pas capables d'œuvrer pour ces pays dont on tape la poitrine, hein, et on prône être patriote, nationaliste. Malheureusement, c'est resté des slogans, mais dans la pratique, il n'y a absolument rien. 65 ans durant, l'homme congolais n'arrive pas à se gérer lui-même. Vous voyez les combles déjà. Alors moi, je me demande... Qu'est-ce qui fait que 65 ans après, le Congo aille très mal? Parce que vous avez dit que c'est pas que mal, mais très mal. À mon humble avis, les causes peuvent être multiples, mais moi, je résigne ces causes-là à deux petits mots. Le premier, c'est l'incapacité. Le deuxième, c'est une perception erronée que nous avons sur beaucoup de choses. Et vous savez, si vous avez déjà une mauvaise perception pour beaucoup de choses, vous n'allez pas faire grand-chose. Et c'est ce que j'ai remarqué en 65 ans. Nous sommes toujours restés autour des débats individus, sur les individus. On parle que de Madame Tania, on parle de Dieu merci. C'est le travail qui a été fait durant 65 ans. Oui, simplement ça. Oui, simplement ça. Après 65 ans, il y a eu autant de présidents qui ont défilé. Mais justement, on fait que parler des individus. Et la cause, c'est que... l'objectif plutôt, c'est les pouvoirs. Oui, ce n'est pas malaisé de chercher les pouvoirs. La conquête des pouvoirs, c'est d'ailleurs l'un des principes en démocratie, et dont on reconnaît aussi les partis politiques. Mais en quittant ces stades-là, il faut réaliser un autre stade, c'est qu'il faut travailler pour les comptes du pays. Après la discussion autour du pouvoir, il faut travailler maintenant pour les pays. Aucun président ne l'a fait. Non. Si vous faites l'analyse des bilans de chacun, tous n'ont pas travaillé pour ces pays. Sauf, à la seule différence, c'est que si l'on veut juger un après l'autre, il y a des différences. Dans la gestion, il y a quand même des différences. Si on commence par déjà le Kasavubu lui-même, Kasavubu a bien travaillé selon les dires de beaucoup de Congolais, mais si Kasavubu avait bien travaillé, c'est parce que les Belges étaient là. Les Belges étaient là à ses côtés, c'est la raison pour laquelle il a bien travaillé.
On quitte Kasavubu, on vient avec le président Mobutu qui fait un coup d'État en 65. Et donc, déjà, il s'illustre contre la démocratie. Beaucoup de gens le rappellent aujourd'hui. Et lui, il règne 32 ans. Mobutu, en 65, en 75, jusqu'à 75, il a essayé de travailler. Et même là aussi, je peux peut-être vous étonner, c'est que Mobutu a trouvé un héritage belge. Ça lui a servi des garanties, tout simplement. Parce que au-delà des concrètement, c'est quoi cet 15 années que Mobutu a trouvé? L'héritage, c'est que les Belges ont laissé un pays vivant. Un pays déjà, pour exagérer, un pays, on voit des développements déjà, un pays mis sur les rails du développement. Vous n'avez qu'à lire les rapports de la Banque mondiale ou les FMI, vous allez en trouver, vous allez vous rendre compte, même les rapports sur comment on dit ça, sur les droits humains. Il y a des rapports qui sont pondus et qui décrivent l'époque coloniale et l'époque d'après-coloniale, après la colonisation. Et vous vous rendez compte que la gestion belge a été de loin meilleure que la gestion congolaise. Parce qu'il se trouve que la colonisation a connu des étapes. La première étape, pour moi, je considère que c'était tout à fait logique quand aujourd'hui, vous savez, c'est les 30 juin. Les autres ne voudront pas que je dise ça parce que je vais blesser leur sensibilité, mais il faut que je les dise. Il faut qu'on quitte la manie d'étouffer la vérité, tout simplement parce qu'on a peur de heurter la sensibilité des uns et des autres. Les châtiments étaient justifiés. Cette période-là était conçue telle que de cette façon-là. Il faudrait châtier les autres pour dominer. Durant cette période-là, tu n'allais pas te rébeller, tu allais accepter tout ce que tu allais endurer pendant cette période, le châtiment dont vous faisiez. Belle question. Parlons de toi-même, prenons ton expérience à toi. Oui, j'allais me rébeller. Tu allais te soumettre. J'allais me rébeller. Mais la circonstance, c'est il faut faire la part des choses. J'ai dit ceci. Cette circonstance-là est, à mon humble avis, justifiée. Parce que c'est fut une époque où les gens pouvaient se comporter de cette manière. Et comme on était dans une quête de domination, quoi de plus normal que celui qui se sent dominant châtie celui qui est dominé. C'est dans ce sens-là. Mais cela n'a pas empêché d'ailleurs que ce que nous appelons... C'est cruel, vous estimez que madame, ça avait son sens. Vous savez que les humains ont vendu leurs semblables. Quand on parle de la traite humaine, ça vous dit quelque chose, non? Ça a été une pratique universelle. Consultez l'histoire. Même les Africains se sont livrés à cette pratique-là. Même les Européens. La traite humaine. Mais que chez nous, maintenant, on a traduit par la traite négrière parce qu'il y a eu une autre race qui est venue s'en mêler de l'histoire. Donc, si déjà l'homme a vendu son semblable, vous pensez qu'il existe un autre châtiment qui soit plus dur que celui-là? Non, ça n'existait pas. Donc le contexte a été justifié dans ce sens-là que c'était une période tumultueuse où les uns voudraient se faire puissants que les autres et dominer. Et pour vraiment que celui qui est soumis, un assujetti, sache qu'il est devant son maître, il a fallu certains coups de fouet. Donc, c'est dans ce sens-là, j'explique que cette période-là, c'est justifié, parce que c'est un contexte. Maintenant, la seconde phase, c'est que les Occidentaux, les Belges ont arrêté avec les fouets. On commençait maintenant à apprendre aux Congolais comment travailler. Vous comprenez, madame? Le travail et tout, la scolarité et tout ceci. Si bien que la scolarité, à l'époque, l'accès à la scolarité a été limité. Mais si l'on reste sur ces terrains-là, de dire voilà, mais à l'époque belge, l'accès à l'école a été limité. Oui, mais vous, quand nous, je parle de quand je dis vous, mais je parle de nous, nous quand on a pris les pouvoirs, qu'est-ce que nous avons fait de l'éducation? Si on responsabilise les autres de ne pas permettre tous les Congolais de l'époque à aller à l'école, mais nous,
sur les 150 millions d'habitants que nous sommes aujourd'hui, les Congolais, combien des Congolais étudient? Combien ils vont à l'école? Combien? Vous voyez, combien? Est-ce que déjà vous croyez que le Congo, la RDC, est un pays réellement indépendant jusque-là? Oui, madame, vous pensez que je peux croire que le Congo n'est pas indépendant? Pourquoi? Je n'ai pas compris. Pourquoi? Le Congo est indépendant. En fait, je ne sais pas votre manière de voir ou de dire des choses si le Congo n'est pas... Quel est l'indice qui démontre que le Congo n'est pas indépendant alors? Parce que tout s'est fait sur papier d'abord. On dit voilà, nous remballons nos affaires, les Belges ont remballé les affaires. D'ailleurs, c'était une initiative propre. Je l'ai appris en droit constitutionnel congolais en G2. C'est que les éléments, les faits qui ont conduit à ce que l'Afrique soit décolonisée, c'était une initiative propre des Occidentaux. Il y a 3 faits qui ont conduit à ça. Le premier, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, il y a eu des massacres graves, de part et d'autre. Et même les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont compris que c'était vraiment atroce. Il faut qu'ils arrêtent. C'est comme ça qu'ils se sont décidés. Ils se sont dit, il faut que nous arrêtions avec les guerres. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est la guerre d'Algérie. D'ailleurs, c'est vers les mêmes années, c'est en 1943. Je ne fais pas allusion à la deuxième guerre d'Algérie en 52 ou 53, non. Je parle de la guerre d'Algérie en 1943. Et le troisième fait, c'est la conférence internationale sur le droit de l'homme en 1948. Ce qui a conduit à la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sont ces 3 faits-là qui ont motivé les Occidentaux à décoloniser l'Afrique. C'est vrai qu'en interne, il y a eu quelques têtes, quelques pions, comme notamment chez nous, Lumumba, on parle de Lumumba. Vous comprenez? Donc c'est ces 3 faits-là qui ont fait que les Occidentaux puissent quitter l'Afrique. Restons un peu dans le contexte congolais, oui. Avec le combat de Lumumba. Aujourd'hui, déjà que vous avez dit que les pays va très mal, est-ce que le combat de Lumumba trouve son sens auprès des acteurs politiques à ce jour? Non. À voir le Congo d'aujourd'hui que nous savons? Non. D'ailleurs, madame, vous allez vraiment me permettre, je sais que vous me permettez de dire des choses. Le combat de Lumumba, évidemment, mais je pourrais dire que Lumumba c'était lui-même chercher des problèmes parce que nous étions en quelque sorte, parce que les plans de l'indépendance a été déjà prévu par les Belges, mais ils attendaient les moments venus. Lumumba a essayé d'anticiper. Mais ce moment-là, ça allait être quand précisément? Vous lisez les plans Van Bilsen, je crois, c'est ça. Juste Lumumba. Tout a été décrit. On va dire que c'est dans le sens où il n'a fait que sa part, au fait, étant que Congolais, on va dire. Oui, en souffrance aussi. Oui, ces côtés-là, je comprends, parce que vous m'avez même posé la question si j'étais à cette époque-là, j'y réagirais oui ou non. Oui, j'y réagirais. Mais Lumumba réagit très tôt. Je ne sais pas dire très tôt, mais je prends dans le contexte, c'est parce que il y a que celui qui souffre qui doit savoir comment est-ce qu'il souffre. Hein. Et lui, il a fait ça, mais il est mal parti dans ce sens que l'ordre, il y avait, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un nouvel ordre mondial qui s'était installé. Et ce nouvel ordre mondial a fait 2 camps, a créé 2 camps, les Occidentaux, les États-Unis et la Russie, les superpuissances. Vous comprenez? Maintenant, Lumumba sachant que le Congo belge était sous la domination belge, donc les Occidentaux, en réalité ou en principe, il ne devrait pas s'hasarder à aller chercher l'aide russe. Cela n'allait pas arranger autant les Occidentaux. Et d'ailleurs, c'est ça même la lecture jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que les Occidentaux ne sont jamais contents de la montée en puissance de la Chine. Parce que la Chine, hier, a été aux côtés des Américains. Mais à un moment donné, la Chine a pris sa route. La Chine est allée s'allier avec la Russie. Et donc, cela crée déjà cette diversité. C'est que les Occidentaux, maintenant, ne sont jamais d'accord que la Chine s'accapare de l'Afrique aujourd'hui.
Et c'est comme ça qu'ils s'opposent des fois à tout. C'est très hautain un tel comportement, mais cela me renvoie à la notion de la géopolitique. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur la géopolitique. C'est que, en matière de relations internationales entre les États, il n'y a que les intérêts qui prévalent, les intérêts qui prédominent. Et ces intérêts-là peuvent venir de manière licite, tout comme de manière illicite. Déjà, il y a quelqu'un qui disait « tous les moyens sont bons ». Et certainement, il y a d'autres États qui se comportent comme si le monde leur appartenait. On ne peut pas leur en vouloir. Et c'est comme ça que même l'homme se comporte. L'autre fois, la dernière fois, je vous ai dit, en théorie des organisations internationales, tous ceux qui ont fait les droits ne me contrediraient pas, je mets quiconque en défi, qu'il y a 3 éléments qui caractérisent les États. Il y a la méfiance, il y a la fierté et la rivalité. Donc, ces 3 éléments viennent de l'état des natures. D'ailleurs, il y a une notion aussi en droit international, le paradigme de l'état des natures. On décrit comment se comportent ou comment sont constitués les États. Et c'est comme ça que la dernière fois, j'ai fait même un parallélisme entre les comportements des États avec les comportements de l'homme. Parce que Madame Tania, lorsqu'on grandissait, je ne vois pas nos parents, peut-être les vôtres, mais je ne pense pas que nos parents nous poussaient à nous battre. Quand on était tout petit, on se battait. Pourquoi on le faisait? Qui nous envoyait? Personne. Personne. C'est quelque chose de nature, de naturel, comme on dit. C'est-à-dire que l'homme, en lui, a cet esprit de violence. L'homme est à tout prix virulent. Mais pour que cela s'arrête, lorsqu'il se confronte avec son semblable, il trouve maintenant intérêt d'entente. Et c'est là que la confiance naît. Et c'est là que on constate que d'autres États coopèrent mieux. Mais au départ de cette relation vient d'abord avec des soubresauts. Et c'est ça la géopolitique. Ça c'est un. De deux, puisque nous sommes un pays potentiellement riche, et nous sommes au centre des enjeux mondiaux, nous devons faire très attention parce qu'on ne laisserait jamais libre. Et si on estime, qu'on suppose que nous sommes tout à agressés, les gens qui nous agressent ne le font pas par plaisir de nous agresser, mais c'est parce qu'ils doivent le faire pour survivre. C'est comme ça que quand j'attends beaucoup de personnes déjà qui montent au créneau pour dire voilà, c'est l'accord dont on venait. Oui, moi j'ai toujours. Que cet accord soit conclu entre toujours. Pourquoi déjà pourquoi j'ai salué cet accord? C'est parce qu'on dit quoi? La guerre d'agression date de 30 ans, madame. Donc dans 30 ans déjà, nous sommes incapables de coincer les Rwandais, un tout petit pays. Pourquoi? Bien des raisons. Dont l'inorganisation de notre appareil militaire. Donc, nous, dans 30 ans, nous sommes incapables de construire une armée. C'est ce que nous voulons dire par cela. Nous sommes incapables, en 30 ans, de construire une armée. C'est comme ça qu'un tout petit pays comme le Rwanda nous agresse. Mais madame, même si on avait un problème militaire, le Rwanda s'étend sur une superficie, si je ne me trompe pas, 26 millions, quelque chose de pareil, kilomètres carrés. Si je ne m'abuse pas. Si ma mémoire ne me trahit pas. Alors que nous, la République démocratique du Congo s'étend sur une superficie de 2 345, c'est ça, kilomètres carrés. Aujourd'hui, avec une démographie assez croissante, de plus de 150 millions d'habitants, madame. Mettons même des armes de côté. On peut envahir le Rwanda et puis voilà, effacer le Rwanda de la carte géographique. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est là que beaucoup de gens d'ailleurs disent que... C'est si facile que ça. Mais oui, mais si, en fait... Je prends cette image-là pour démontrer la petitesse du Rwanda. Mais qu'on a du mal déjà à frapper. Or, tout le temps, on l'accuse.
C'est les Rwandais, c'est les Rwandais, c'est les Rwandais, c'est les Rwandais, c'est les Rwandais. Et on nous enseigne comme tel, hein, même les petits d'aujourd'hui, nos frères, même un enfant de 5 ans, vous lui posez la question, il dit non, c'est les Rwandais qui nous agressent. Quel esprit de soumis nous avons jusqu'aujourd'hui, un petit pays. Et l'accord vient justement ôter cet esprit de soumis. Donc l'accord, c'est une facilitation. Mais j'allais dire ceci. La première image que j'ai donnée, vous voyez qu'on peut rentrer au Rwanda et puis faire disparaître le Rwanda. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'il y a une autre lecture, c'est qu'il y a une influence extérieure qui appuie le Rwanda. Madame, alors, dans une guerre qui dure 30 ans, comme on le dit, vous pensez qu'il faut à tout prix monter l'armée en puissance pour combattre ces gens-là? Ou déjà, où est-ce qu'on va trouver les armes? Si ce n'est pas auprès des gens, entre guillemets, que nous jugeons appuyer les autres. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous vendre des armes? Ce ne sont pas les mêmes gens qui devraient sanctionner le Rwanda. Non, mais déjà même, mais s'ils ne sanctionnent pas, ça veut dire quoi? Déjà, s'ils ne sanctionnent pas, il y a des lectures. La première lecture, c'est la lecture des Congolais que nous faisons tout le temps là, que les Occidentaux ne nous aiment pas. Mais moi, je ne suis pas dans ces lots-là. Moi, mon lot, dans les lots dans lesquels je suis, c'est la compréhension de la géopolitique. Nous sommes un pays bonbonne de tous les États du monde. Et aujourd'hui, l'Europe a vieilli. Si vous suivez les acteurs politiques français, c'est qu'ils disent, notamment Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron lui-même, il y a Sarkozy aussi. Il y a Dominique de Villepin, déjà, qui fait l'actualité française aujourd'hui. Sarkozy dit, reconnaît que l'Europe a vieilli, et reconnaît que l'Afrique est encore jeune, et on doit faire très attention de la masse. Parce que déjà, d'ici 2030, l'Afrique à elle seule va compter plus de 2 milliards de jeunes. Et maintenant, madame, 2 milliards de jeunes, si j'ai fait une restriction au Congo, nous sommes dans les capacités d'éduquer ces jeunes-là. Parce que même en termes d'éducation familiale, beaucoup de parents sont des missionnaires. Du fait que la catégorie dans laquelle ils font partie, il y a une catégorie de dirigeants qui marchent sur leur tête, qui ne font pas qu'il y ait des emplois avec des salaires décents. Et ces derniers ont du mal à nous éduquer, nous, en nous envoyant à l'école. Ils peinent pour nous envoyer à l'école. Et quand on va à l'école, ceux qui nous enseignent sont encore des enseignants, sont des parents. Et ceux-là, ils ne sont pas bien payés. Ils vont administrer quel genre d'éducation, quel genre de sciences. C'est comme ça qu'aujourd'hui, pour ne pas m'enorgueillir, nos jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas écrire. Même en lingala, parce qu'on va dire, bon, les Français, c'est pas notre langue. Même en lingala, il y a des jeunes qui ne savent pas écrire le lingala. L'influence de l'apport. L'influence, c'est que, ayant compris, moi, personnellement, que le Congo, c'est un pays au centre des enjeux mondiaux, nous ne pouvons que aller vers ceux qui sont puissants. Qu'on le veuille ou pas. J'entends beaucoup de gens dire, oh non, mais Félix ne pouvait pas le faire. Bon, ne pas le faire. Quelle est l'alternative que vous proposez? Oh non, il faut qu'on rentre en guerre contre le Rwanda. Vous savez déjà qu'on est en déficit militaire en termes d'équipement parce que la ressource humaine est là. Nous avons des jeunes qui peuvent aller faire l'armée. Mais avec quel équipement? Donc, il y avait que ça comme option que Félix ou le régime actuel pouvait prendre. Aller vers les autres. Mais le choix pourrait être aussi fait avec les Russes. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est les Russes. Hein. Quand vous voyez les Mali, les Burkina Faso, ils vendent beaucoup les Russes. Alors que tous sont des Occidentaux. Je l'ai soulevé la fois dernière. Mais tout d'abord, il fallait un accord pour ramener la paix dans l'Est de la RDC. Si vous parlez de cette paix, est-ce que ça sera une paix durable ou une paix de façade? Quelle garantie avoir de la part du Rwanda, un pays où déjà le président congolais a reconnu que le président rwandais ne tient pas parole? Parce que vous vous souviendrez qu'il y avait un partenariat déjà entre la RDC et le Rwanda. Comme on a des partenariats déjà avec les Occidentaux depuis longtemps. Et aujourd'hui, le même Rwanda, pays agresseur, qui sous-traite justement
qui vient en appui au groupe rebelle, vient aujourd'hui, entre en accord aujourd'hui avec la RDC. Certes, cette fois-ci, c'est sous l'égide des États-Unis, mais comment croire à sa crédibilité? Non, le problème n'est pas de croire à sa crédibilité. Le problème, parce que pour avoir cette paix durable, il faut être rassuré de ce partenaire, de son partenaire. Voilà. Alors, il faut un partenaire fiable. Voilà. Sinon, ça sera des accords fiable qui ou ne sont pas, il faut juste respectés. Parce que nous sommes en conflit. Et la solution, c'est que tout le monde veut que le pays soit pacifié. Mais être pour que le pays soit pacifié, ça veut dire qu'il faut aller des accords en accord, il faut tout embrasser parce que c'est un pays en conflit. Vous faites bien. Tout le monde voudrait que le pays soit pacifié sur 2 ou 3 moyens. Les premiers moyens, optimal d'ailleurs pour tout le monde, c'est que rentrer en guerre contre son ennemi. Chose que nous ne sommes pas capables de le faire. Il faut que les gens d'abord s'entendent quand ils critiquent. Le Rwanda nous agresse, admettons. Solution, c'est quoi? Il faut monter l'armée en puissance pour combattre. Nous avons une armée faible. Du coup, vous voulez quoi? Combattre avec quoi? Ça, c'est de 1. De 2, dis bon, le souhait, c'est la solution. La solution maintenant peut venir, d'ailleurs quand vous lisez la Charte des Nations Unies, il y a tous ces mécanismes-là qui sont prévus. Les règlements pacifiques des conflits. Toute guerre finit par un règlement, finit par mettre sur la table de négociation les deux ennemis, coûte que coûte. Après un rapport de force. Bon, qui a un rapport de force entre le Rwanda et nous? Peut-être que ces rapports de force, ce n'est pas celui qu'on voulait. Et c'est justement comme ça que j'explique. J'ai dit, nous sommes un pays faible, sur le plan économique, tout comme sur le plan militaire. Vous voulez qu'on fasse la guerre comment? On ne pouvait pas faire la guerre. Et déjà que l'ennemi avec qui vous allez faire la guerre, lui, il est parrainé par les puissants de ce monde. Mais vous pensez vraiment que vous allez sortir? Quand la RDC est allée, ou on va dire quand la RDC a frappé la porte aux États-Unis, c'était pour un soutien militaire, c'était pas pour que la RDC, pour qu'elle se retrouve sur une même table avec le Rwanda en train de signer des accords. Voilà, madame. Il se trouve que j'ai un petit souci financier. Je vous demande $50. Si vous en avez, vous me donnez, non? Mais si vous n'avez pas, vous avez déjà des calculs. Non, vous avez déjà vos calculs à vous, vos urgences. Vous dites non, Dieu merci, je ne peux pas vous donner $50. Il n'y a que $10. Je fais quoi? Je prends ou bien je pars? Là maintenant, c'est mon choix. Je dis, oh, madame Tanya, moi j'ai pas besoin de $10, j'ai besoin de 50. Alors il faut que j'aille chercher celui qui va me donner $50. Je crois que l'exemple est totalement différent. Parce que là, on se retrouve, oui. Parce que, à moins que vous me dites que finalement, vous me demandez d'aller prêter de l'argent auprès d'un ennemi. Non. Parce que le Rwanda est considéré comme étant agresseur. La RDC, quand elle est allée vers les États-Unis, c'était pour un renfort. Question de combattre le Rwanda, d'où la riposte rigoureuse. Voilà, je reprends l'exemple, madame. Moi, ma question, c'est de savoir comment le Rwanda entre en jeu également, entre en scène avec ce nous sommes en conflit. Nous sommes en conflit avec le Rwanda. Déjà, le régime indexait le Rwanda. Dit que c'est le Rwanda qui nous agresse. Ouais. Il y a beaucoup de rapports des Nations Unies qui ont été produits. D'ailleurs, les rapports dont on acclame. Ouais. Mais après, on dit que ce sont les Occidentaux qui nous font du mal. Mais c'est toujours les mêmes Occidentaux qui, quand ils produisent des rapports, nous sommes d'accord avec ces rapports. Quelle contradiction. Nous sommes allés frapper aux portes américaines, justement pour l'aide militaire. Mais ces gens-là ne sont pas des minables. Ils réfléchissent. Ils savent qu'ils ont leur intérêt d'une manière ou d'une certaine manière dans les deux pays, soit chez nous, soit avec le Rwanda. Et il faut qu'ils attendent d'abord, qu'ils écoutent. Ils ne vont pas venir tout simplement parce que vous dites que vous êtes victime d'une agression et le Rwanda vous agresse. Non. Ils vont faire leurs analyses aussi pour se rendre véritablement compte si réellement c'est le Rwanda qui nous agresse. Oui, le Rwanda nous agresse. Il y a encore un élément à l'intérieur, c'est qu'on retrouve les Congolais qui sont dedans. Vous pensez que les États-Unis d'Amérique vont venir rentrer dans cette guerre seulement comme ça? Non.
Il faut qu'on sache d'abord résoudre sur le plan de la forme. Dire, voilà, bon, on reconnaît que le Rwanda vous agresse, mais il y a aussi un discours qui ne tient pas. Comment on retrouve d'autres Congolais qui sont de l'autre côté, on retrouve aussi d'autres Rwandais qui sont de l'autre côté. Qu'est-ce qui ne va pas? L'élément de langage, c'est que réconciliez-vous d'abord. Nous, on va intervenir. On intervient. Et l'intervention américaine, à mon humble avis, est salutaire. Parce que j'imagine une grande puissance comme les États-Unis d'Amérique venir en quelque sorte, hein, c'est l'image que je donne. Je ne dis pas qu'ils vont venir installer leur base. Oui, il se trouve aussi, il peut aussi arriver qu'ils viennent installer une base militaire dans la partie est de notre pays. Mais avec les entreprises qu'ils vont installer. Vous pensez que les Américains voudront qu'ils sont dans une zone où ils extraient, mais que les Rwandais continuent ces manœuvres à côté et ils ne vont pas supporter ça? C'est-à-dire qu'ils vont sécuriser toute la zone ou toutes les zones meurtries par justement, le partenariat, par c'était pour bouter hors état de nuire le truc mais, rwandaise. Madame, ils ne sont pas obligés d'intervenir militairement d'abord. Il faut qu'on les sache. On ne peut pas les obliger à intervenir militairement. Est-ce que ça... Parce que... Ça ne vous donnerait pas l'impression de Oui. voir que le Rwanda, pays agresseur, j'insiste, être aujourd'hui l'un des bénéficiaires au fait dans cet accord? Madame, c'est vous qui dites que le Rwanda, c'est vous qui appelez le Rwanda pays agresseur. Tout comme le Rwanda aussi dit la RDC pays agresseur. Qui a raison? Maintenant, face à un juge comme les États-Unis d'Amérique, vous voulez que les États-Unis nous accordent directement raison sans faire un petit exercice? N'ont servi à rien. Quoi? Vous dites? Les sanctions contre le Rwanda, les différents conseils de sécurité tenus, les sommets et autres, les résolutions, ça se faisait sous un regard oui, mais des États-Unis. ces sanctions étaient de quelle nature d'abord? Ça voudrait dire que les États-Unis, ils étaient non, il faut d'abord comprendre de la situation. C'est pas que non. ils se sentent pas, ils n'ont pas tout su quand la RDC est allée frapper. Il faut d'abord comprendre, savoir la nature des sanctions qui ont été données. Ouais, mais ne les présentez pas comme étant un pays, on va dire un État les sanctions, ignorant. En fait, les sanctions en droit international, effectivement, nous sommes en droit international, sont différentes des sanctions en droit national. En droit national, il se trouve que quand je vole et que c'est avéré que j'ai volé, on me met dans une prison. Mais en droit international, et effectivement, il y a la CPI qui est là, mais il faudrait que l'État soit membre de la CPI, ou il faudrait que l'État reconnaisse d'abord la compétence de cette cour-là. Si un État ne reconnaît pas la compétence d'une cour internationale, où est-ce que vous allez la mener? Ah, en ce moment-là, alors, si les Américains vont estimer qu'il faut, coûte que coûte, intervenir militairement pour bouter hors la zone Congo, le Rwanda, oui, ça va venir. Mais on n'est pas encore à ce stade-là. Ils ne sont pas des minables personnes, les Américains. Ils lisent la situation et ils peuvent comprendre aussi de leur manière, de leur façon. Très bien. Vu que le pays avait besoin d'une paix, oui, ça devrait s'y faire à n'importe quel prix. Ça voudrait dire signer avec l'agresseur. Je reviens encore là-dessus. Mais oui, cette fois-ci, avec la nuance de ça devrait s'y faire à n'importe quel prix. Pourvu qu'il y ait une paix. Vous ne signez pas avec le Rwanda. Vous vous attendez à quoi alors? Ou aujourd'hui on interne, puisqu'il y a une question du dialogue interne. Vous ne voulez pas dialoguer, par exemple, oui, dialogue interne. en interne avec Nanga. Vous attendez à quoi? Seulement, la démarche du régime actuel en place d'aller vers les États-Unis d'Amérique peut contrecarrer Nanga. Vous comprenez? Peut contrecarrer Nanga parce que Nanga n'aura plus de droit à soumettre sur la table. On va dire le processus de Doha. Ça veut dire les pourparlers ou les rencontres entre le gouvernement congolais et la délégation Trébel. Oui, mais c'est ça que je vous dis. Ça veut dire que la question n'est pas totalement encore réglée. Mais oui, en mon humble avis, oui, la question n'est pas totalement réglée. Il en va de la responsabilité de chaque parti. Mais moi, je parle ici plutôt de notre responsabilité. Parce que je ne vois pas, coûte que coûte, les États-Unis se mêler de cette histoire de manière échelonnée. Hein? Et que le Rwanda ou Nanga continue avec ses atrocités. Je ne vois pas ça. Je peux être naïf, mais je ne vois pas ça.
qu'est-ce qui explique que les États-Unis vraiment viennent avec les entreprises, comme on entend dire? Ils installent les entreprises dans une zone maîtrise. Dans cette zone-là, on retrouve les M23. Vous pensez vraiment qu'ils vont laisser Nanga continuer avec ses atrocités? Il faudrait d'abord, il y a une continuité du processus de Doha. Oui. Pour cette question de... Mais tout ça, ce sont des mécanismes qui peuvent conduire à une paix, entre guillemets, durable. Mais c'est que le mécanisme interne veut concilier toutes les parties. Ça, c'est le mécanisme interne. Ce mécanisme interne a connu un certain prolongement avec le processus de Doha. Vous comprenez? Parce qu'il faut concilier les parties internes. En interne. Maintenant, la partie, la démarche extérieure, c'est que les Américains concilient que les deux parties essentielles ici, ce sont les deux États. C'est le Rwanda et la RDC. On n'a pas parlé de le Rwanda, M23, RDC. Donc, c'est déjà une exclusion qu'on fait au M23. Peu importe les processus de Doha. C'est déjà, on exclut déjà le M23. Donc, on exclut déjà Nanga. Nanga n'aura plus de moyens à déposer sur la table des négociations si ce processus-là réussit. C'est comme ça que je disais tout le temps, il ne fallait pas que le président de la République aille dans une démarche de dialogue interne. Parce qu'accepter le dialogue interne, ça pouvait venir que lorsque si les Américains n'étaient pas d'accord avec ces rapprochements. Vous comprenez? Mais dès lors que les Américains ont accepté, je crois que le président de la République peut abandonner la démarche interne du dialogue. Parce que s'il accepte les dialogues en interne, là alors, Nanga sera sur la table des négociations. Aujourd'hui, comme on parle aussi de Kabila, Kabila aussi doit être là. Mais quand, chose que le président de la République ne supporte même pas. Ça ne prend pas que Nanga, Kabila et on va dire Nanga, Kabila, Moïse Katumbi et autres. Il est question de tout le Congolais. Mais oui, sauf que les gens qui alimentent l'actualité chez nous, ce sont ces têtes-là que vous venez de citer. Non, mais s'il faut parler de la position de Fayoulou, qui lui a tout le temps abordé cette question du dialogue pour mettre sur une table des vérités, question de laguer des frustrations. Il dialogue avec Fayoulou. Vous pensez que Nanga arrête? En fait, c'est ça maintenant. Justement, c'est pour moi, par là, je veux simplement vous dire que vous ne limitez pas ces dialogues à Nanga, parce que vous dites, avec les accords des États-Unis, le camp Nanga et autres tombes caduques qui sont écartés. Donc, il faudrait aussi élaguer l'hypothèse du dialogue interne. Oui. Mais le dialogue ne concerne pas que Nanga, Kabila et Katumbi. Non. Il y a deux autres qui pourquoi se sentent le président de la République... Il y a deux autres qui se sentent frustrés. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Fayoulou qui a parlé d'un dialogue des vérités. Non, mais c'est là... pour eux, la crise n'est pas que... Cela n'aurait aucune conséquence. Imaginez, madame, est-ce que tous les Congolais appréciaient Joseph Kabila? Non. Tout comme tous les Congolais n'apprécient pas Félix Antoine Tshisekedi. Vous comprenez la nuance? Sauf que nous sommes dans un contexte où, effectivement, il y a un Congolais qui est frustré et il est allé prendre des armes. Alors qu'il y a bien d'autres Congolais qui sont frustrés, mais qui attendent que Fachi finisse son mandat. Et puis, il y aura beaucoup de candidats en 2028, si jamais il y aura les élections. Donc, les Congolais qui sont frustrés en ce moment, d'ailleurs, nombreux critiquent la gestion de Fachi. La crise, elle n'est que sécuritaire. Il n'y a pas de crise politique. Non, mais c'est consubstantiel. Ça veut dire que la crise politique, c'est ça qui engendre la crise sécuritaire. Et voilà, ça se rentre. C'est une situation imbriquée. Donc, comme on l'a dit, sécurité, politique, ça revient au même. Il y a les mêmes conséquences. Donc, si le processus de Washington réussit, le président de la République aura la latitude de faire ce qu'il veut. Parce qu'en ce moment-là, il n'y aura plus question d'un dialogue interne. Avec notamment les frustrés qui ont pris des armes. Avec les frustrés qui n'ont pas pris des armes, il n'y a aucune conséquence. Parce que ceux-là, nous allons tous demeurer frustrés parce que peut-être on n'aime pas la gestion du président. Mais on va attendre... Oui, certains, oui, c'est ça cette frustration-là. Mais nous allons attendre 2028. Et on va venir avec des programmes gigantesques comme d'habitude.
pour tromper la population que voilà, Fathi n'a pas bien travaillé, lisez-moi, votez-moi, envoyez-moi. Je rappelle qu'au sommet de l'OTAN, Donald Trump a fait, là c'était bien justement avant la signature de l'accord, a parlé d'une guerre à la machette terrible que Kigali a lancée dans la partie est de la RDC. Et il avait pointé carrément le Rwanda du doigt comme étant seul responsable. Je reviens à cette question parce que tout à l'heure, vous avez présenté les faits comme quoi peut-être les États-Unis n'étaient pas... Pour eux, ils étaient départagés. Ils pensaient que la RDC aussi pouvait être agresseur ou comme le Rwanda, selon la personne qui va accuser l'autre, selon des informations tenues du deux côtés. Oui, qui a raison, qui a valablement raison, il a raison à quel niveau. Avec cette affirmation, on dira qu'il a d'une certaine façon reconnu que le Rwanda a agressé la RDC. Mais dans l'accord, s'il faut parler du partenariat économique et tout ça là, le Rwanda sera aussi il sera un pays gagnant. Est-ce que l'agresseur est sanctionné ou le Rwanda ne méritait pas d'être sanctionné en fait? Madame, c'est ce que je me répète aussi, puisque vous revenez toujours sur cette question. Non, là je suis pas revenu sur la question. Donc votre entendement de la sanction faite du Rwanda au regard de son agression exercée en RDC. Madame, l'intervention d'un pays puissant dépend effectivement de la cause. Je ne sais pas, vous voulez qu'on illustre l'exemple lorsque les Américains sont allés à Afghanistan ou quoi? Parce que là, ils sont intervenus militairement, directement, automatiquement. Mais ça dépend de ce qu'ils ont écouté. Pour les cas du Congo, est-ce que vous savez qu'on avait même du mal? Moi, je suis congolais. Hein. Vous allez vraiment me supporter parce que je serai taxé quand je vais dire ces choses. Vous savez que des fois, quand vous analysez froidement, vous écoutez tout ce que le président rwandais dit. Quelque part, vous pouvez lui accorder raison. Je ne sais pas si je suis le seul Congolais à constater ça. C'est-à-dire quoi, lui accorder raison? C'est-à-dire qu'il y a certaines zones d'ombre. Vous êtes là, vous analysez, vous dites, mais non, bon, quelque part, nous, est-ce que c'est pas nous? Est-ce que c'est vraiment le Rwanda? Est-ce que c'est que Paul Kagame dit, c'est faux? Il n'a pas raison? Quels sont les territoires occupés aujourd'hui pour arriver au niveau de donner raison à Paul Kagame? Non, j'ai dit la lecture d'abord. Non, mais les faits aussi. Le fait que les territoires soient occupés aujourd'hui, cela s'est renforcé lorsque Nanga a pris des armes. Parce que depuis longtemps, on ne parlait que de Bunagana à la frontière entre nous et le Rwanda. Bunagana, c'est le Congo. Mais oui, justement. Mais sauf que lorsque Nanga entre dans le jeu, c'est là qu'il y a maintenant recrudescence jusqu'à prendre de Bunagana, jusqu'à venir à Goma, tout ça, et la prise de Bukavu. C'est Paul Kagame comme agresseur depuis Bunagana. Le président Fathi, le président Félix ne pouvait que, s'il vous plaît madame, le président Félix ne pouvait que taxer le Rwanda pour qu'on aboutisse à ce qu'on a abouti aujourd'hui. Parce que si le président Fathi faisait qu'accuser Nanga, ça donnerait encore plus d'arguments à la communauté internationale de ne pas intervenir. Parce qu'on vous a... D'ailleurs, je vous rafraîchis la mémoire. N'est-ce pas que le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, qu'est-ce qu'il avait dit à son temps? Je sais que vous êtes journaliste avéré, vous savez ce qu'il avait dit. Il a dit non, c'est une chose interne et ça concerne les nationaux. Raison pour laquelle l'ONU ne peut pas intervenir. Et c'est comme ça que le président a compris qu'il faut que je tienne plutôt le discours de pointer le Rwanda. Justement, pour qu'on la communauté internationale sache que c'est plutôt le Rwanda et non Nanga, parce que Nanga ne serait qu'un pion. On peut un tout petit peu donner raison à Kagame au regard de se dire. Parce qu'il faut partir déjà des informations. Parce que quand vous écoutez Kagame, non, si vous voulez, quand vous écoutez Kagame dit non, la faute c'est aux Congolais, non? Ça veut comprendre que le Rwanda. J'ai parlé de la lecture, madame. Quand vous écoutez Paul Kagame, il dit quoi? C'est il a dit quand? C'est quand il a senti qu'il s'est fait. Non, depuis longtemps. Depuis longtemps. Il a senti qu'il y avait. Je ne sais pas. Sauf si toutes les interventions qu'on suivait à l'époque, c'était tripoté par l'intelligence artificielle, non? Mais si ce n'était pas tripoté par l'intelligence artificielle, depuis toujours, Paul Kagame ne jure que sur ça. Il dit c'est un problème congolo-congolais. Depuis tout le temps, il est dit. Et c'est ce qui lui faisait faveur devant la communauté internationale. On disait, mais bon, c'est que
Paul Kagame nous établit, ça a une vérité. Ça sera une vérité. Ça s'est ressemblé, ça s'apparentait à une vérité aussi. Même quand ils ont Raison pour laquelle, oui, raison pour laquelle on ne pouvait pas directement, raison pour laquelle on pouvait pas directement condamner Paul Kagame ou le Rwanda. Il a fallu d'abord qu'on fasse cet exercice-là pour découvrir finalement que voilà, dans tout ce qui se raconte, en tout cas, le Rwanda a une responsabilité à 60, 70, 80, 90%. Et les 10%, c'est aussi vous les Congolais. C'est à ce moment-là maintenant qu'on doit savoir avec les deals américains, parce qu'il y a deux points. Le premier point, c'est que cela va appeler à la restauration de la paix dans la partie agressée. Et deuxième, maintenant, on entre maintenant dans un partenariat économique. J'ai cru attendre que ce deal va nous apporter 500 milliards de dollars. J'ai souri parce que c'est beaucoup d'argent. Mais même hier aussi, nos deals, nos partenariats économiques avec les Occidentaux valaient aussi quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec tout ce qu'on tirait comme profit pour qu'on n'arrive pas à avoir une armée forte à l'époque de Joseph Kabila et notamment à l'époque de Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui fait que... qu'il y avait une armée structurée, organisée. Oui, il a reconnu, mais... Madame, est-ce qu'une armée structurée, organisée, c'est une armée forte? Non. Pas une armée forte. Oh, une armée forte, c'est une armée évidemment structurée, organisée, et sur les terrains, sur les champs de bataille, c'est une armée qui démontre la puissance. Vous pouvez avoir une armée. Je vous donne un exemple. La Suisse. Est-ce que vous attendez, est-ce que vous connaissez l'arsenal militaire qu'a la Suisse? La Suisse a un arsenal militaire plus que même d'autres pays que je n'ose pas citer. Mais est-ce que vous avez attendu la Suisse déjà déployer son armement? Non. Mais pourtant, ça reste une armée structurée et organisée qui n'attend que peut-être un jour qu'il y ait un agresseur pour démontrer sa puissance. Et là, on dirait que c'est pas une armée forte. Pour le cas du Congo. Non, pour le cas de la Suisse. C'est une armée forte. C'est une armée organisée et structurée. Quant à la puissance, ça serait juste une présomption, parce que pour qu'on sache que vous avez une armée forte, il faut que cette armée soit déployée sur un champ de bataille, pour confirmer finalement que voilà, notre armée dans les prochains jours, a des biceps. Croyez-vous à une armée finalement forte en RDC? Oui, mais si on les veut. Mais aussi, il faut qu'on comprenne, hein, madame. J'ai l'habitude de suivre M. Thomas Louak. Ce qu'il fait, c'est d'une grande richesse. Mais je ne sais pas si les gens suivent tel que moi je suis ces émissions-là. Ces histoires. Il recentre le Congo au centre des enjeux internationaux, au centre des enjeux mondiaux. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes au centre des enjeux mondiaux et que vous êtes faible, certainement, la problématique d'avoir une armée forte ne serait pas une question de mise. Parce que comment est-ce que vous, qui êtes le feu pour que la marmite des autres ait de la bonne nourriture, que vous ayez maintenant une clôture enfermée dedans? Non. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, c'est vrai, on peut militer pour monter en puissance notre armée. C'est vrai, c'est l'un des objectifs. Mais puisque nous sommes au centre des enjeux, avoir une armée forte, tout ça, ça en vaudra pas peut-être la peine. Parce que s'il faut nous en procurer des armes, on ne nous vendra pas des armes à haut calibre, comme on dit, je ne sais pas, à haute intensité. Non. C'est comme un peu notamment la question de l'Iran aujourd'hui. On condamne les Occidentaux pour d'avoir empêché l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Mais certainement on dit non, ces gens-là ils se comportent comme s'ils étaient non, mais quelque part il y a une raison, dans ce sens que ils connaissent les conséquences de cette arme-là et ils veulent pas que les autres puissent l'avoir. Et depuis qu'ils les ont, combien de fois ils ont utilisé? Sauf lorsqu'ils ont été déposés sur l'espace Nagasaki et Hiroshima. Et là encore, si vous sondez l'histoire, c'était parce que le président japonais à l'époque était vraiment têtu. Et les Américains, puisqu'ils détenaient la force, ils ont voulu démontrer quand même
Et depuis lors, vous pensez que vous avez attendu le Japon lever la voix contre les Américains? Pourtant, ils ont des partenariats avec les Américains. Est-ce que le Japon n'est-il pas en paix? Puisqu'il ne se bat pas? Non. C'est comme ça que nous devons aussi comprendre les choses. Est-il nécessité d'avoir une armée forte et coûte que coûte? Ou est-ce qu'il faut s'aménager? Certainement quand même en avoir, mais aussi voir d'autres défis auxquels on fait face. On fait face à l'éducation, on fait face à l'économie, aujourd'hui la démographie. D'ailleurs, quand on dit 150 millions d'habitants là, c'est par estimation. Il n'y a pas un recensement qui a été fait. Depuis plus de 40 ans, on n'a pas fait de recensement dans ces pays. Et les supports de l'État n'arrivent pas à soutenir tout le peuple congolais. Et on continue toujours à procréer. On dit voilà, c'est la bénédiction de Dieu. Alors que les autres... J'ai fait référence à la théorie de Thomas Malthus. Si bien que beaucoup l'ont condamné. Parce qu'il faisait... Thomas Malthus se disait, je gagne $500 par exemple. Est-ce que je suis obligé d'avoir 5 enfants? Peut-être pas. Avec les conditions de vie d'aujourd'hui, non. Il faut que j'ai un ou deux pour que mes $500 suffisent à couvrir les dépenses, toutes les dépenses, les scolariser, les faire manger, les vêtir. Merci et c'est beaucoup. Ça la réflexion que nous devons avoir aujourd'hui. Merci monsieur, Dieu merci Moliki. Alors il est analyste politique, on va dire. C'est avec lui que nous sommes en train d'analyser l'actualité justement de ce week-end, mais aussi de cette semaine, parce que c'est le week-end, on va dire la semaine passée, que l'accord a été conclu entre les deux États, et nous attendons les retombées déjà. Alors, monsieur Dieu merci Moliki, est-ce qu'on peut dire en somme qu'aujourd'hui Trump a réussi là où certains ont échoué? Oui, mais madame, moi j'ai toujours une autre lecture pour tout ce qui se passe au monde. Les Occidentaux connaissent. Ces gens-là, ils savent. J'aurais pas honte de le dire. Ces gens-là, ils savent. Ils comprennent l'enjeu, ils comprennent la géopolitique, ils comprennent ce que ça veut dire gérer, ils comprennent ce que ça veut dire pouvoir politique. Ils comprennent. Parce que on a beau militer en interne et même au niveau régional, au niveau africain pour qu'on trouve la solution. On n'est pas parvenu. D'ailleurs, il y a 2 ans ou 3 ans passés, le président de la République lui-même, il était président de l'Union africaine. Mais là, c'est pas parce qu'on brandissait nos richesses. Hein. Cette fois-ci, la différence est comme telle que nous sommes allés avec nos minerais. Mais pourquoi on ne brandissait pas la richesse en interne? Il fallait aussi les brandir peut-être. Donc là, mon raisonnement ne sera pas plus... Je ne saurais pas aller trop loin parce qu'il a fallu qu'on brandisse les richesses pour voir si cela pourrait conduire à quoi. C'est d'où là la différence, déjà, on va dire, parce que dans ce processus, il y a eu un partenariat. C'est-à-dire quand on brandit des richesses à côté, parce qu'on sait reconnaître la puissance des autres, effectivement. Madame, au Congo, hein, c'est pas que moi... Les gens me caricaturent comme si je faisais la politique d'Autriche. Aux États-Unis, vous pensez que la situation allait être pareille? Oui et non. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut avoir un élément de langage. Ces gens-là, même s'ils ont des intérêts partout, mais ils savent écouter. Ils attendent et ils voient. Il faut avoir un discours pour les convaincre. Mais après, c'est toujours de notre faute. Notre responsabilité pèse toujours. C'est comme ça que je voulais dire une chose. Avec les 500 millions de dollars, milliards, pardon, si on ne déploie pas l'intelligence, la capacité, l'honnêteté, les sérieux, madame, on va dilapider toute cette somme-là. Et puis demain, il y a recrudescence. Je ne sais pas à ce moment-là qui va prendre des armes. Et puis on va encore accuser les Occidentaux d'avoir alimenté la même agression. Avec les 500 milliards de dollars. C'est beaucoup quand même, c'est beaucoup d'argent. Donc, madame, il nous faut dans ces pays, mais si bien que je trouve déjà c'est compliqué, mais je le dis quand même, qui sait si les choses... pessimiste. Oui. C'est comme ça que moi je propose qu'en 2028 ou en 2032, le président Fati va passer, en 2032, il faut qu'on remette l'administration de ces pays entre les mains des Occidentaux. Si nous ne voulons pas, c'est comme ça que je propose tout de même. Je dis ceci, il faut qu'on apprenne les pouvoirs, qu'on sache gérer. Et puis il faut qu'on limite des projets de société gigantesques, des projets, des ambitions démesurées. Il faut qu'on arrête avec ça.
Il faut qu'on apprenne les pouvoirs. Il faut qu'on apprenne aussi la vertu. Ce sont des moyens sur lesquels on pourra développer ces pays. Et en ce moment-là, peut-être on n'aura plus besoin de faire appel aux Occidentaux. Mais puisque moi déjà j'ai limite, j'ai dit c'est parce qu'on a beaucoup de problèmes, même dans la construction de l'homme, de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui j'entends les jeunes dire non mais il faut qu'on associe les jeunes. Est-ce que vous savez la lecture qu'ont les parents sur nous? Ils disent non mais ils ont même peur de nous laisser les pouvoirs parce qu'ils savent que voilà, on n'est pas complet. On n'est pas accompli. Et ils ont certainement peur de nous laisser. Ils disent, bon, si on les laisse à ces gamins les pouvoirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Or, eux-mêmes aussi, ils ont échoué. Sauf que ils ont été quand même bien éduqués. Ils ont eu la chance d'être bien instruits par rapport à nous autres. Très bien. Vous comprenez? Si on met ensemble tous ces éléments, mon espoir sera ressuscité. Mais puisque je sens déjà que, voilà, nous venons d'en bas, d'en haut pour les bas, en 2028-32, remettons l'administration entre les mains des Occidentaux. Et ça ne serait pas une recolonisation, parce que la dernière fois j'ai laissé sur votre plateau, madame, j'ai dit ceci. Si vous les qualifiez de recolonisation, est-ce que vous pensez que les Occidentaux aujourd'hui, s'ils voudraient vraiment nous recoloniser, vous pensez que ça va leur prendre 2 semaines, 1 mois ou 1 année? Non. Et donc, ce n'est pas de la recolonisation, c'est tout simplement nous laisser que les autres nous apprennent véritablement ce que ça veut dire pouvoir politique, pour qu'on sache gérer ces pays. Sinon, les pays, j'insulte Madame Tanya m'insulte au point même de me dire que je ne suis pas congolais, on en a vu, hein? Il n'est pas congolais alors que vous avez géré avec lui pendant 18 ans, même bien avant. Mais après, vous dites qu'il n'est pas congolais. Il y a une forte probabilité aussi, pour le cas du président actuel. Demain, on pourrait dire qu'il n'est pas aussi congolais. Donc, c'est ça notre caractéristique dans ces pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dieu. Merci, Mouliki. C'est avec lui que nous avons échangé durant pratiquement 56 minutes. CML chez vous de ce lundi se termine donc par là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le second numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et merci. Merci.